Bienvenue sur le module Géologie de la Réunion. C'est parti. Et pour cette toute première vidéo qui commence à Saint-Pierre, bien sûr, nous allons explorer un site emblématique de la commune, la Pointe du Diable, pour laquelle il y aura aussi deux parties. Donc c'est parti, la Pointe du Diable, partie 1. La Pointe du Diable, c'est donc ce site sur l'ouest de Saint-Pierre qui est composé de deux baies, une baie à l'ouest et une baie à l'est, qui sont séparées par justement cette langue basaltique qui correspond à une coulée arrivée en mer et qui va donc séparer la baie ici, que j'ai mis en jaune et que j'ai cartographié ici sur la petite carte géologique, que j'ai repérée sur la carte géologique, et la baie à l'est avec les flèches vertes. Alors, deux types de terrains vont coexister sur ce site. Des terrains composés en fait de roches dures, qui correspondent donc à du basalte, à des coulées de basalte refroidi. C'est le cas par exemple pour la Pointe du Diable, que j'ai repéré ici avec un petit encart. Je vous ai fait donc le repérage correspondant sur la carte géologique, cette petite langue jaune qui arrive en mer. Mais c'est aussi le cas des terrains que l'on rencontre depuis le parking de la grande surface. Quand on progresse vers le site de la Pointe du Diable au sens strict, on rencontre en fait, pareil, des roches dures qui correspondent en fait à des coulées de basalte. Mais on va aussi trouver des terrains très remarquables, relativement friables, qui donnent au site tout son cachet. Pourquoi? Parce que cette roche, en fait, étant friable, elle a tendance à donner un aspect ruiniforme avec des sculptures dans la roche très caractéristiques. Et on va les retrouver donc entre la butte verte en fond de paysage et la Pointe du Diable. On va les retrouver en façade de la baie à l'est, et elle va former donc cette roche, toute cette falaise un peu ruiniforme que l'on va retrouver. C'est bien ces falaises qui vont être d'ailleurs soumises à une érosion relativement importante, on va y revenir tout de suite. Donc vous voyez que ici, pour résumer, une carte géologique, ça n'a strictement rien de secret, hein. On prend une carte géographique du site et on va repérer en fait les terrains que l'on voit. Donc en orange et en jaune, ce sont des terrains basaltiques qui correspondent à des coulées qui sont arrivées de l'amont, et nos ponts et cendres correspondent aux figurés violets qu'on va retrouver. Alors tout ce qui est vert au niveau du capron de la balance, ce sont en fait des dépôts sédimentaires, hein, de sable essentiellement, qui s'épanchent, qui se sont déposés en fait à la faveur de la ravine, qui jouxte en fait la Z3 et qui descend depuis donc l'aval, mais aussi à du sable bien sûr déposé par l'activité marine, par la dérive littorale. Donc on le voit bien ici sur la première partie où on a noté sur la carte la petite baie, on a la photo en haut à gauche, hein, où on a cette falaise de Ponce et Sambre relativement impressionnante, qui fait une dizaine de mètres. Ces terrains se poursuivent au nord, derrière la Quatre-Voies, où on a marqué TF et carrière, et la carrière de BTP, de recyclage BTP en fait derrière. Son soubassement est constitué exactement des mêmes terrains. Et donc ces ponts cessants se poursuivent sur l'amont. Ensuite, sur la partie est, on le voit sur la carte où c'est marqué le Petit Paris, c'était le fameux quartier emblématique d'habitat précaire sur l'ouest de Saint-Pierre, le Petit Paris, jouxté en fait hein, la falaise. On voit bien que cette falaise, dans toute sa partie basse, est constituée donc de ces fameuses ponts cessants. Mais on le voit aussi sur la photo en encart, elle est surmontée d'une coulée basaltique euh, qui est en fait sur la carte étiquetée en orange, hein, TB. Si on dézoome pour se reporter sur une carte un peu plus large, on va dézoomer, donc on va laisser la Pointe du Diable qu'on voit encore sur la carte, mais on va embrasser un secteur un peu plus large, hein. Vous voyez qu'on a le secteur de la ravine des Cabris qui apparaît,
on a le secteur de Bois d'Olive, on a les bas de l'entre-deux, on a même le quartier Bois de Nef de Saint-Louis qui apparaît. Et on s'aperçoit que ces ponts et cendres, notés en TF, avec des petits chevrons blancs, eh bien, ce sont des terrains qu'on va aussi retrouver un peu plus au nord, sur toute la partie qui jouxte en fait la rive gauche du bras de la plaine, pour former en fait les sous-bassements du quartier de Bois d'Olive dans sa partie ouest. Et ça, c'est des terrains que vous connaissez probablement en tant que Saint-Pierrois, puisque quand vous allez sur l'aire de pique-nique à partir de Bois d'Olive et que vous redescendez vers la rivière, vous passez devant cette magnifique falaise, qui est très connue, hein, et qui est source d'ailleurs de nombreuses interrogations. Eh bien, ne vous interrogez plus, cette falaise est bien composée de nos ponts et cendres, et là, on a un bon 30 mètres de dépôt, quelque chose de relativement important pour un dépôt de ce type. Alors, il est temps de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ces ponces et cendres. Eh bien, dans ces ponces et cendres, on va évidemment trouver des ponces qui sont... j'en ai mis un échantillon là sur la photo en haut à gauche. Ces ponces, en fait, sont noirâtres ici, et elles correspondent en fait à des roches qui sont très bulleuses. Elles sont composées d'un nombre très impressionnant de bulles, et un petit échantillonnage sur le terrain avec les années nous montre qu'en fait 50% de ces roches flottent. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait montrer sur le terrain, c'est toujours intéressant de montrer des roches qui flottent. C'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'au moment de leur épanchement, le magma qui les constitue était très riche en gaz et relativement visqueux. Et donc au moment de la sortie du magma, il y a une décompression qui fait que les gaz s'expriment et vont repousser le magma qui est encore ductile et former donc un ensemble de bulles très très importantes. Donc ça c'est vraiment la roche très très courante dans le dépôt. Mais ce n'est pas tout. Sur la photo du milieu, vous remarquez une roche qu'on appelle un gabbro. Peu importe le nom, en fait, de quoi s'agit-il? J'ai fait un petit zoom au bout du doigt, là vous voyez sur la photo du centre. C'est une roche qui est complètement cristallisée. Elle est composée là de pyroxène et de feldspath, peu importe. C'est donc une roche qui est complètement cristallisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une roche qui a refroidi. C'est un magma qui a refroidi lentement en profondeur dans les profondeurs du volcan. Si elle a été ramenée ici, ça veut dire qu'elle a été ramonée par le magma qui remontait pour former les ponces et les cendres. Et ce magma, en fait, en remontant, a dû avoir certaines turbulences et il a arraché des fragments de ce qui se trouvait au cœur du volcan. C'est le cas aussi de fragments qu'on voit à droite. Ça, ce sont d'anciennes coulées. On voit qu'elles sont différentes. Hein. On a un morceau en haut à droite qui ne contient pas de bulles, qui semble aphérique, hein, sans cristaux, alors qu'on a un autre fragment de coulée en bas à droite qui, lui, est relativement bulleux. Ça veut dire que le magma qui forme les ponts et cendres, en remontant, avec sa turbulence, va aussi arracher des fragments de coulée. Vous savez que l'île, en fait, en première approximation, hein, c'est un sandwich de coulées, de lave, et ces coulées vont être échantillonnées par ce magma qui remonte, qui est riche en gaz et explosif. On va même trouver en bas à droite des petits échantillons de cristaux. Hein. Les cristaux sont aussi arrachés à la roche et dans l'explosion, effectivement, on peut avoir non seulement donc des fragments de roche. Alors, ces fragments de roche à droite là, et le gabbro au centre, c'est ce qu'on appelle des xénolithes, hein, des roches étrangères au magma lui-même, mais qui vont être incorporées dans le dépôt. Et donc ces cristaux là, en bas à gauche, font partie effectivement du cortège, hein, de ce qu'on va retrouver dans ces ponts et cendres, et qui montrent une certaine violence en fait de l'explosion pour pouvoir arracher comme ça des cristaux. Ici, le cristal est probablement un feldspath. Alors à La Réunion, c'est vrai qu'on n'est pas habitué du tout à avoir ce type d'éruption explosive. On est beaucoup plus habitué aux coulées basaltiques classiques, fluides et chaudes,
coule beaucoup plus qu'elle n'explose. Alors sans entrer dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir produire comme ça des dépôts explosifs? Eh bien, il faut se reporter à une phase très particulière de la vie du Python des Neiges. Vers 200 000 ans, il y a 200 000 ans, le Python des Neiges en fait connaît une augmentation de l'explosivité de ses éruptions. C'est dû au fait que, tout simplement, le magma en profondeur devient visqueux, riche en gaz. On ne rentre pas dans le détail du mécanisme. Et ce magma visqueux et riche en gaz, en remontant, va décompresser. Et on parle, en fait, il y a 200 000 ans, en fait, de quelque chose de relativement important, puisque il semblerait que la totalité de la chambre superficielle sous le Python des Neiges a explosé en émettant la quasi-totalité de ces produits de son magma. On parle de volumes absolument gigantesques de l'ordre de 1 à 10 km3. Notez que ces gigantesques explosions ont à l'époque probablement comblé ce qui était les cirques anciens. Les cirques tels que vous les connaissez, en fait, ont été maintes fois creusés et comblés. Ce que vous observez aujourd'hui, c'est les cirques dans leur configuration actuelle, c'est-à-dire suite au dernier creusement. Donc, ils ont été comblés plusieurs fois. Et il y a 200 000 ans, l'explosion de la chambre superficielle du Python des Neiges a participé à un de ces comblements. Puis bien sûr, les cirques se sont recreusés. On parle d'un phénomène absolument gigantesque. On parle de phénomène inambritique, c'est-à-dire sur des volumes gigantesques. Ce type d'éruption n'a jamais été observé. Ce que je vous propose ici à gauche, là, sur les vidéos, ce sont des images du volcan Sinabung en Indonésie qui donnent une idée du phénomène. Et simplement une idée, puisqu'en fait ici les volumes que vous pouvez observer sont tout à fait raisonnables. Ce sont des petits volumes comparés en fait à ce qu'on imagine sur la Réunion et ce qu'on imagine pour ces dépôts donc de la plaine de Terre. Alors tout commence par une gigantesque explosion qui forme un panache de cendres, de ponces et de xénolithes qui s'élèvent dans les airs. Et à la faveur en fait de la densité, il va y avoir des retombées de ce panache sous la forme de ce qu'on appelait à l'époque des nuées ardentes. On appelle aujourd'hui des coulées pyroclastiques. Ces coulées pyroclastiques, en fait, elles sont relativement chaudes, 600, 700 degrés. Elles sont composées donc de xénolithes, vous l'avez vu, un bloc dur, de cristaux, de gaz et des ponces, bien sûr, et de poussière de magma qu'on appelle des cendres. Ce n'est pas de la fumée, il s'agit bien de poussière de magma. Voilà. Et tout ça retombe sous la forme de nuées, sous la forme de coulées pyroclastiques qui peuvent dévaler les pentes à des vitesses relativement importantes, surtout en fait au début du parcours quand les pentes de l'édifice sont importantes. Et puis c'est vrai qu'elles ralentissent au fur et à mesure de leur avancée, puisque le terrain devient de plus en plus plat. Voilà, c'est un peu ce mécanisme-là en fait qui explique l'ensemble de ces dépôts qui sont extrêmement bien conservés à Saint-Pierre. Il n'y en a pas qu'à Saint-Pierre, on les retrouve aussi un petit peu dans le nord, on les retrouve à Saint-Leu sous la forme de quelques bancs, à Saint-Louis aussi sur la zone Bel-Air, mais c'est vrai qu'à Saint-Pierre, le dépôt est très très bien conservé et les épaisseurs sont énormes. Il faut bien comprendre que l'épaisseur est énorme parce qu'en fait il s'agit ici de l'écume du phénomène. Le principal dépôt en fait de ce phénomène inambritique a comblé les cirques. Ici, il s'agit en fait de l'écume du phénomène qui a surmonté les obstacles et qui est parvenu donc jusqu'à Saint-Pierre. En étant probablement canalisé, vous le voyez sur la carte à droite, par le tas de silos qui devait probablement être creusé à l'époque, et en s'engouffrant aussi dans le cirque des Macs, en tout cas dans cette configuration ancienne, ce qui explique d'ailleurs l'ensemble des dépôts qu'on peut retrouver sur Saint-Louis.
Voilà, je vous laisse admirer donc ces images impressionnantes de coulées pyroclastiques qui donnent une idée en fait du phénomène de ce qui s'est produit à la Pointe du Diable il y a aux alentours de moins de 200 ans. Alors on l'a dit, hein, le site de la Pointe du Diable est soumis à une érosion relativement importante. C'est probablement l'endroit de la commune où l'érosion est la plus importante, et cela tient effectivement à la nature même de la roche qui est relativement friable. Ce qui se passe en fait, c'est que l'activité océanique, les vagues vont venir saper la roche à la base, et les parties qui sont au-dessus, comme elles vont reposer à un moment donné sur du vide, vont se mettre à se détacher et à tomber. Hein. C'est l'image qu'on a quand on observe les blocs sur la falaise est, sous le petit parking là, de la DRE. Voilà, ça c'est vraiment typiquement de l'érosion classique. Mais l'érosion, en fait, va être poussée à certains endroits là où ces poncés cendres n'ont pas été recouvertes par des coulées, parce qu'en fait, les coulées de lave vont armer ce terrain et vont relativement le protéger de l'érosion. En tout cas, le protéger à un certain temps. Alors, cette érosion, on peut en prendre la mesure. En haut à gauche, vous avez une image du site qui date des années 1950. Et à droite, la même image prise sur une époque actuelle, et on voit très très bien en fait, le recul hein, de la côte. Regardez le A en jaune en 1950 et le A en noir aujourd'hui. On a perdu pas mal de terrain, on a perdu une vingtaine de mètres de terrain, et ça correspond bien à l'endroit du site, c'est la photo juste dessous où on a marqué PC, c'est vraiment l'endroit du site où il n'y a effectivement pas de coulées de lave qui viennent armer le terrain au-dessus. Les ponts et cendres sont livrés à l'érosion sans aucune protection. On voit très bien aussi sur l'image d'en bas la plage de Galets hein, qui vient donc saper ces ponts et cendres régulièrement à la base. C'est l'inverse de ce qui se passe, par exemple, pour la pointe du Diable. Regardez le B en jaune en 1950 et le B en noir sur la carte actuelle. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a quasiment aucun recul. Et pour la simple et bonne raison, c'est que sur la photo de droite, vous le voyez, la pointe du Diable, en fait, est une coulée de basalte qui est venue reposer sur les ponts cendres. Je vous ai mis une image en coupe. On voit la coulée de lave qui est relativement fine et qui repose sur les ponts cendres. Et donc, il la protège relativement. Et c'est la même chose pour la falaise du parking, où le recul, en fait, si on regarde sur la carte, les deux cartes, le B en jaune et le B en noir, le recul est relativement peu important, tout simplement parce qu'effectivement, pareil, cette falaise dans ce secteur est recouverte d'une coulée de lave que j'ai identifiée en rouge, que j'ai souligné en rouge, et je vous ai mis donc le zoom qui correspond en fait à la superposition de la coulée de basalte, hein, qui est blanchâtre, sur les ponts et cendres grises rougeâtres. Alors sur cette superbe photo d'un auteur que je ne connais pas, que je remercie, et s'il veut bien d'ailleurs s'identifier, je serais très content de pouvoir mettre le crédit de la photo. On voit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que cette pointe, eh bien, elle se poursuit en mer. Et ça, c'est tout à fait original. Et il y a une explication à ça. Ça fera partie, en fait, des choses que nous aborderons dans une deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, donc, nous nous poserons les questions suivantes. D'où proviennent les coulées de basalte visibles sur la pointe du Diable? Ces coulées sont récentes. Si elles sont récentes, c'est peut-être qu'il y a encore un risque volcanique actuel, on pourra l'évoquer. Je vous le disais à l'instant, pourquoi la pointe est-elle une pointe? Et cela est en relation avec l'océan qui n'était peut-être pas là au moment où se sont épanchés, où s'est épanchée cette coulée qui a formé la pointe du Diable. Donc je vous donne rendez-vous très vite dans une partie 2 pour la pointe du Diable. À bientôt!